Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, un grand merci pour cette invitation et la présence. Alors ça devient aujourd'hui, Fabienne Biot et Jamel Masser, un binôme dans un grand nombre de travaux autour du transport sanitaire. On vous en parlera dans quelques secondes. Effectivement, ça a été souligné un petit peu ce matin. C'est la parité. C'est la parité à la nappe. Donc ça a été souligné ce matin, on va essayer de brosser un petit peu ce sujet comme ça il nous a été demandé. Alors un petit rappel du contexte général des travaux de l'agence sur ce sujet-là. Quelques retours d'expérience nationaux et internationaux sur cette thématique. Et puis également le sujet de la stratégie d'organisation du transport sanitaire à l'échelle du GHT. Donc on verra tout à l'heure qu'on va appréhender des sujets en termes de volume, de gestion de flux. Des pistes pour développer le transport sanitaire partagé, puisque la loi aujourd'hui, en tout cas la LFSS 2024, implique de pouvoir gérer le transport sanitaire partagé. Et puis également les travaux qui sont menés par la NAP aujourd'hui, qui ont été menés, qui sont en cours sur ce sujet. Alors le rapport du contexte général, ça a été expliqué ce matin par les membres du SHIFT. Le transport, c'est 13% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça correspond à environ 5 millions de vols Paris-New York. Ça vous donne une idée un petit peu de l'ampleur du sujet. Donc il y a une vraie effectivement prise de conscience globale de manière nationale avec des conséquences sur le dérèglement climatique, avec la contribution des activités de système de soins à tous ces dérèglements. Et puis également beaucoup d'initiatives locales qui sont réalisées et qu'il est important en tout cas de pouvoir partager et de faire collaborer. Au sein de l'agence, on travaille à la fois avec le ministère de la Santé, mais également avec le ministère de la Transition écologique, puisque sur tous ces sujets sur lesquels on collabore, autour de la feuille de route de la transition écologique, on est, nous la NAP, avec une équipe spécialisée sur le développement durable. Et vous aurez tout à l'heure une de mes collègues qui va vous faire une présentation sur des thématiques de cette nature. Nous, on va faire un focus aujourd'hui sur le sujet de la mobilité durable. Donc, en termes de retour d'expérience à l'international, il faut savoir que le Royaume-Uni est très très en avance sur ces sujets-là. Le NHS œuvre effectivement à la réduction de l'impact carbone sur toute une multitude de sujets. Alors, on dépasse un tout petit peu le cadre finalement du transport sanitaire pur, mais on aborde les sujets qui ont été en tout cas évoqués ce matin, à savoir notamment tout ce qui est transport du dernier kilomètre. Il faut savoir qu'en Angleterre, les vélos cargo ont remplacé les fourgonnettes et les motos pour le transport de sang entre deux hôpitaux qui sont à peu près à 5 km d'écart. Et le groupement hospitalier a également proposé à son personnel infirmier de participer à un projet de pilote, d'utiliser vélo électrique pour rendre visite à leurs patients. Donc élément très important, et environ 320 km parcourus, une économie de 59 kg de CO2 par rapport à des véhicules traditionnels. Et je fais également le parallèle avec des travaux qu'on est en train de mener à l'agence, puisque à la demande de certains établissements, on est amené à travailler sur des réflexions autour du verdissement, notamment automobile. Et donc c'est un petit peu toutes ces réflexions qui se posent aujourd'hui au travers de l'usage, en tout cas, qui doit être appréhendé sur cette thématique-là. Ah. J'ai la zapette qui ne marche plus, si c'est bon. Voilà. Donc toujours de la même manière en Angleterre, distribution de produits de santé, bateau versus camion, où là avec 40 000 livraisons par camion chaque année, soit effectivement 160 livraisons chaque jour et une livraison toutes les 3 minutes, ils ont mis en place un dispositif qui permet effectivement de faire de les livraisons par bateau fluvial sur la Tamise, et avec là aussi des économies à l'échelle en termes de CO2 de 708 kg de CO2 chaque semaine et pour chaque camion remplacé. Toujours de la même manière, c'est un sujet qu'on a évoqué, nous, la NAP, lors de la journée automatisation et robotisation de l'année dernière au mois de juin, donc le sujet du transport du drone.
Et là aussi, les traitements de chimio qui étaient acheminés sur une île en Angleterre ont permis, grâce au drone, un voyage qui s'effectue aujourd'hui en 30 minutes. Là, il fallait pratiquement 4 heures par voie terrestre et maritime. Donc on voit bien que toutes ces solutions et toutes ces orientations sont éminemment importantes et concourent justement à la réduction des gaz à effet de serre. Là aussi, de la même manière, transport des produits de cancérologie entre 3 structures et donc un centre orthopédique, une association à l'entreprise de production. Et les produits sont livrés à vélo vers les hôpitaux. Et puis les livraisons qui sont à destination d'un hôpital s'effectuent quant à elles en moto électrique. Et là aussi, on a divisé par 2 les gaz à effet de serre. Donc on voit bien que le changement de comportement, la réflexion sur l'organisation et sur les flux ont un impact très important sur ces mécanismes, sur ces modes de fonctionnement. Là aussi, en termes de transport sanitaire, beaucoup de réflexions des transporteurs, mais plutôt en observateurs, parce que la vraie question, c'est l'autonomie du véhicule. Est-ce que ça va répondre aux besoins ou pas? On est revenu un petit peu sur des travaux, en tout cas historiques, sur le sujet des co-ambulances. Et en Suède, en 2009, on avait déjà un véhicule hybride qui atteignait 300 km d'autonomie en biogaz et 800 km en essence. Et à partir des années 2010, plusieurs modèles d'ambulances ont été développés, et notamment outre-Atlantique, où un véhicule de 100% électrique avait été développé, et notamment avec un financement très important du gouvernement canadien. Donc, chose très importante, parce que c'est aussi encore aujourd'hui des questions qui se posent autour du développement de ces solutions du transport sanitaire. Les alternatives au tout électrique, en 2021, à l'occasion de la COP26, il y a eu une présentation d'une ambulance à hydrogène, 0 émission, dont l'autre avantage, c'est une autonomie de 480 km. Parce que, comme vous le savez, le sujet des véhicules électriques, on a l'autonomie qui est annoncée par les constructeurs et on a l'autonomie réelle. Et en tant que citoyen, en tout cas, on voit bien que le passage aux véhicules électriques tarde un peu malgré les bonus, malgré les avantages qui sont offerts. Mais dans le secteur de la santé, indépendamment de cela, il y a le sujet de je ne dois pas, entre guillemets, être coincé parce que je transporte un patient. Et de la même manière, et la même année, Toyota avait testé un véhicule d'urgence à pile à combustible auprès d'un hôpital de Croix-Rouge. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives sur ces sujets-là. Et en France même, donc WS 500 qui était commercialisé après une longue phase de test à travers une vingtaine de villes. Et puis aujourd'hui, on a une autonomie qui est entre 150 et 200 km. Et BSE, qui a commercialisé en 2012 la première ambulance Kangoo électrique, et des gammes développées aujourd'hui sur d'autres véhicules. Et on voit aujourd'hui, au travers de quelques photos, beaucoup d'expérimentations qui sont, entre guillemets, enclenchées, soit par les constructeurs, Skoda, Volkswagen et également Tesla au CH de Melun. Ce serait intéressant de savoir dans la salle s'il y a des gens qui ont des véhicules, des ambulances électriques. Bah, allez, levez la main. Oui. Une. Ah bah tiens, Grégoire, du coup, Ouais. pour Cholet. Tu veux en parler? Non. Ok. Ok, d'accord. Ouais. Mais c'est intéressant, c'est pour voir un petit peu le panel, voilà, comme quoi on a encore des efforts à faire, mais en fait, on a des contraintes aussi au niveau de l'électrique liées à l'autonomie et puis voilà, et à la charge aussi. Voilà. Et au prix, absolument, oui. Et au prix, bien évidemment. Oui. Absolument. Et peut-être en synthèse, en tout cas sur ce sujet, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est que le monde des transporteurs sanitaires, ils sont en observation. Ils ne sont pas contre, d'autant plus que dans le cadre de la convention avec la CNAM, ils ont aussi des éléments complémentaires qui ont été inscrits à leur convention. Donc ils sont très ouverts à la discussion. Ils regardent ce qui se passe à l'étranger. Et en tout cas, sur tout ce qui est zone rurale, en termes d'usage, ils s'interrogent. Mais on a des ambulances aujourd'hui dans la région lyonnaise qui ont mis le pas. On a également un autre sujet qui est le rétrofit. Tout à l'heure, on en a parlé, l'UGAP en a parlé. Transformation d'un véhicule thermique en véhicule électrique, qui effectivement
un peu moins cher, en tout cas par rapport à un véhicule neuf. Et là aussi, il y a de nombreuses initiatives aux États-Unis et au Canada, puisque le pas a été franchi. Et puis aujourd'hui, comme on le disait, on est sur des véhicules hybrides en mode rural et des véhicules électriques aujourd'hui dans la zone, en tout cas urbaine, avec des coûts d'achat d'ambulances électriques qui restent encore supérieurs à celui des ambulances, même si aujourd'hui, en termes de coûts d'exploitation et de coûts d'entretien, on a suffisamment de recul pour mettre en perspective que, en tout cas, c'est beaucoup plus intéressant. Et dans de nombreux pays, le développement d'ambulances alimentées par des énergies renouvelables a le plus souvent été accompagné par les pouvoirs publics. Donc, vrai questionnement également des transporteurs sur ce sujet. Alors, on a voulu vous parler d'autres moyens, en fait. Je vais me lever parce que je ne tiens pas debout. Alors, essayer de vous parler d'autres moyens et de revenir un petit peu aux fondamentaux de ce qu'on sait faire au niveau transport et logistique, à savoir peut-être une bonne gestion de flux. C'est déjà avant d'avoir de l'électrique pour les contraintes qui ont été évoquées par monsieur dans la salle. Donc il faut... Non, ça passe tout seul. Oui, Jamel la passera, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut déjà se dire, c'est qu'il faut raisonner au niveau territoire. Pourquoi ? Parce que c'est là où, au niveau de la décarbonation et de la gestion des flux, on sera les meilleurs. À savoir de définir bien sûr des règles de transport qui soient les plus efficientes en termes d'intérêt écologique, avec la possibilité de mutualiser les moyens et les matériels. Et puis bien sûr, assurer une gestion efficace des opérations de transport, anticiper les commandes pour pouvoir mieux gérer les flux, les planifier et plus faire ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire du maintenant pour maintenant. Donc voilà, j'ai vu récemment, on en a parlé donc avec Marina, où on travaillait donc sur le congrès, elle était totalement happée par des gens qui voulaient du transport pour maintenant. Et ça, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à le gérer différemment. Et puis bien sûr, avoir des indicateurs, mais tout le monde en a parlé depuis ce matin, de performance, mais aussi liés aux émissions à gaz à effet de serre et réduire le transport à vide. Dans les transports, tout le monde sait que le transport à vide, c'est une plaie. Ça fait perdre du temps à gens, ça fait perdre du temps moyen, on dépense beaucoup d'énergie pour faire du transport à vide sans plus-value. Voilà. Et puis bien sûr, travailler sur l'optimisation de patients par trajet. Et puis peut-être aussi éliminer tout ce qui est transport non utile. Quelquefois, on transporte des patients parce que le médecin ne veut pas se déplacer, par exemple. Ça vous est arrivé à tous, non ? Jamais ? Ouh, ça dort. Mais donc, en fait, il y a vraiment des choses à faire simples et pas forcément compliquées, qui ne coûtent rien. Voilà. Alors, bien sûr, ça demande une bonne planification dans l'organisation des activités et de la fluidité dans les parcours patients. Ça veut dire que ça implique aussi tous les acteurs, pas uniquement la logistique. Ça part de la commande de transport jusqu'à la réalisation et voir le partenariat avec d'autres acteurs. Alors, on a voulu vous illustrer, certains se reconnaîtront dans la salle, ils sont là-bas au fond, parce qu'au cas où vous ne reconnaîtriez pas la région, nous avons travaillé donc, dans le cadre de la NAP à l'organisation et une étude d'organisation sur le GHT 06. Et on a essayé de vous sortir les éléments qui, de par la réorganisation, vont contribuer aussi à décarboner le transport sanitaire dans la région. Donc on a déjà fait une analyse du territoire et c'est ce qu'on peut faire partout pour identifier déjà la variabilité des temps de trajet comme vous le voyez sur le schéma. Cette zone est une zone littorale très dense et une zone rurale où il y a peu de moyens et où on ne parle plus en kilomètres mais on parle en temps parce qu'en fait il faut beaucoup de temps pour faire 1 kilomètre quelquefois. Voilà. On a essayé de voir aussi quels étaient les flux à la charge des établissements. En bleu, c'est les flux par jour. En rose, les flux par semaine. Donc, on n'est pas sur les mêmes problématiques de gestion de flux entre les établissements. D'où l'intérêt de travailler ensemble pour optimiser les trajets.
On a fait un focus aussi sur une zone, par exemple, de l'hôpital de Cannes, où les flux, il y avait beaucoup de flux qui se croisaient à vide parce que pas de régulation, rien, et puis qui étaient regroupés par zone. Et notamment, on s'est rendu compte qu'à Cannes, tout était à moins de 15 km, et puis que 40% des transports étaient sur la ville. Donc, pouvoir optimiser les trajets, ne pas faire du transport à vide et de gérer les flux de manière optimale. On a aussi analysé l'offre de transport sanitaire, identifié donc l'effet de concentration ou non de l'offre. Donc, vous le voyez bien là, en fait, le nombre, là, ici, sur la région de Nice, il y a 145 possibilités de transport en termes de moyens de transport. Et vous allez voir que dans la zone du Nord, qui est très étendue, on n'aura que 11 ressources transport. Donc, du coup, une répartition non homogène de l'offre de transport. On a une implication des entreprises aussi qui est particulière, différentes en fonction des zones et en fonction de la ruralité ou de l'intramuros, on va dire, sur les zones de ville, avec puis un rapport de niveau de partenariat transporteurs hôpitaux qui est pas au maximum optimisé, j'allais dire, dans les relations. On parle souvent de rapport de force et de pseudo-chantage des ambulanciers privés vis-à-vis de l'hôpital. Pourquoi ? Parce que ni les uns ni les autres n'ont forcément pris en compte l'ensemble des contraintes et puis les besoins, donc les contraintes des transporteurs mais les contraintes des hôpitaux, les besoins des transporteurs et les besoins des hôpitaux, et puis aussi les moyens. Par exemple, sur cette région, il faut dire que les taxis sont très peu présents, parce que c'est plus intéressant de travailler pour le Festival de Cannes, par exemple, que d'aller faire du transport sanitaire pour les hôpitaux de la région. Parce que ça rapporte davantage, parce que c'est du VIP, parce qu'il y a du pourboire, parce qu'il y a plein de choses. Donc c'est une contrainte qu'il faut prendre en compte dans la gestion des flux. Peut-être pour compléter, effectivement, on parle souvent de rapport de force, parce que la collaboration, la relation entre l'hôpital et les transporteurs, elle est par certains moments extrêmement compliquée. Soit on est pris en otage, et comme l'a dit Fabienne tout à l'heure, il y a aussi un sujet d'organisation, de lissage des sorties des patients, qui fait qu'à un moment donné, plus personne ne se cause. Et qu'il est très important que cette collaboration, ça soit une vraie collaboration partenariale, et non pas une collaboration client-fournisseur. Alors, c'est possible de pas trop évoquer cet aspect, tu pourras continuer Fabienne, parce qu'on va y revenir demain encore plus dans le détail. Donc, voilà, merci. L'analyse des marchés aussi pour mieux maîtriser les flux. Donc dans les points forts, on voit qu'il y avait des marchés dits communs, en fait des mêmes prestataires. Par exemple, vous voyez sur les lots 4, 5, 6, c'est le même prestataire. Par contre, on avait l'inverse, on avait le lot 7 ici, et au milieu un lot 2 qui n'était pas attribué parce que personne ne voulait y aller. Donc l'objectif, c'était de regrouper les lots de manière à avoir une gestion de flux et de ne pas perdre de temps, et donc de diminuer les effets énergie sur toute la zone, sur toute cette zone. Voilà. Ensuite, bien sûr, on a fait une analyse de processus, donc on a retiré uniquement là pour cette présentation que les éléments qui rentrent dans le cadre de la décarbonation, c'est-à-dire que, bien sûr, une rédaction des règles d'attribution communes et partagées. Pour faire une gestion de flux optimisée, il faut que les règles, elles soient communes et partagées sur l'ensemble du GHT. Et puis, bien sûr, l'identification des moyens nécessaires. Une régulation de flux, on a vu que d'emblée, on ne pouvait pas faire une régulation de flux centralisée, mais peut-être des régulations de flux telles qu'on l'a vu par zone, déjà, pour optimiser les transports à vide. Et puis, bien sûr, travailler sur des moyens, les types de moyens de matériel. C'est-à-dire que si on a peu de VSL et de taxis, peut-être travailler sur aussi le transport à mobilité réduite, et puis sur des moyens non sanitaires. Parce que quelquefois, dans cette région, il y a beaucoup d'EHPAD aussi. Donc travailler sur des minibus, sur travailler d'autres moyens, sortir du cadre, j'allais dire, réglementaire. Il faut également un pilotage important, sûr et intéressé par le projet. Et puis bien sûr, il y a toutes sortes d'innovations. Donc notre fameux mouton à 5 pattes qu'on vous met à chaque fois. Voilà.
Donc en conclusion, on va dire qu'à l'échelle du territoire, les conditions qui sont réunies pour mutualiser une cellule de régulation entre ces établissements, afin de décarboner, c'est mieux, ont aussi d'autres impacts. La gestion de flux a des impacts bien sûr sur l'utilisation des moyens matériels, mais ça permet aussi de mieux maîtriser les coûts. Et pour les établissements, bien sûr, et l'assurance maladie, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de transports qui n'étaient pas évalués, donc non transmis à l'assurance maladie pour les suppléments de transport. Ça permettait aussi de rendre du temps soignant et administratif, notamment aux achats. Et puis, bien sûr, d'optimiser la disponibilité des transporteurs. Donc, un impact écologique, mais un impact sur les organisations hospitalières. Donc ça fait une bonne transition sur le sujet du transport sanitaire partagé. On en parle demain, normalement, Jamel, non? Je ne sais pas. C'est ce qui est prévu? Ok, je pensais. Très rapidement. D'accord, très rapidement. Donc du coup, ça fait la transition avec le transport sanitaire partagé qui devient effectivement un élément important puisque ça ne nécessite plus l'accord du patient, ce qui était le cas par le passé. Il faut savoir qu'il y a des établissements aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'ils font du transport sanitaire partagé. On parlait tout à l'heure de collaboration entre l'hôpital et les transporteurs. On a des établissements qui aujourd'hui, de par l'organisation de l'établissement, notamment pour des activités de dialyse ou de chimiothérapie, et ils se sont organisés pour pouvoir justement faire tout cela. Donc quelques éléments réglementaires pour rappeler en tout cas le contexte et le cadre. Et puis nous, l'ANAP, on a travaillé sur ces pistes justement d'identification pour impulser le transport sanitaire partagé, puisque c'est des questions qui nous sont posées. On a beaucoup de réunions aujourd'hui avec la CNAM, avec le ministère et puis les fédérations de transporteurs. Bien identifier la liste des patients éligibles au transport sanitaire partagé, parce que ça permet effectivement de synchroniser l'arrivée et la sortie des patients pour leur prise en charge, et puis lister avec les praticiens l'ensemble des patients qui sont éligibles pour pouvoir former des binômes ou des trinômes de patients, parce que la réglementation impose aussi un certain nombre de règles. Donc, premier sujet, identifier la liste des patients, et on va tout de suite arriver à la problématique, en tout cas du volume. C'est-à-dire, est-ce qu'il est nécessaire, on doit réfléchir sur le transport sanitaire partagé à l'échelle de l'établissement, ou est-ce qu'on doit y réfléchir à une maille beaucoup plus importante pour disposer de ce module. Et puis, quand on en a beaucoup discuté avec les transporteurs sanitaires, pour certains d'entre eux, leur grosse inquiétude, un peu comme l'article 80, c'est la peur de perte de chiffre d'affaires. Ils vous disent, écoutez, moi je transporte telle ou telle personne depuis un bon moment pour la dialyse, pour la chimiothérapie, mais demain, moi si je fais du transport sanitaire partagé et en plus ces patients me sont plus attribués, je vais avoir une perte de chiffre d'affaires. Donc dans les réflexions qu'on a eues avec les transporteurs sanitaires, ça voulait dire que là aussi, dans la collaboration avec les transporteurs, réfléchir à une espèce de tour de rôle. Le lundi, c'est tel transporteur qui transporte les patients. Le mardi, c'est un autre transporteur, pour qu'il y ait une espèce d'équité. Donc ça nous amène à finalement réfléchir comme les tours de rôle qu'on est en train de concevoir dans le cadre de la prise en charge d'un patient. Donc et là aussi, solliciter toutes les entreprises, organiser les groupes de travail avec les transporteurs pour qu'il y ait une vraie dynamique qui soit mise en œuvre, parce qu'encore une fois, le sujet du transport sanitaire partagé est un sujet extrêmement complexe, et on l'a illustré au travers d'un petit élément, parce qu'aujourd'hui, des éditeurs travaillent sur des fonctionnalités complémentaires à leur outil, favorisant en tout cas le regroupement de patients pour faire du transport sanitaire partagé. Donc c'est un peu ce qu'on indique, voire même pour certains d'entre eux, ils ont également inclus des indicateurs RSE qui permettent de mettre en évidence le CO2 économisé. Exactement. Et puis bien sûr, on revoit également le sujet qui était un sujet dont on parle depuis très longtemps, qui est le salon de sortie, qui fonctionne très bien dans certains établissements, mais pas du tout dans d'autres, parce que ça nécessite une vraie réflexion sur le lissage des sorties, sur comment finalement ce salon de sortie est mis en œuvre, et pour éviter l'espèce de salon de sortie no man's land où on pousse les patients et finalement on n'a pas géré le sujet du transport. Et puis bien entendu, une sensibilisation de la communauté médicale, les soignants, les usagers sur ce sujet-là, avec une participation importante de l'assurance maladie, avec quelques facteurs clés pour réussir ce transport sanitaire. C'est une collaboration avec les unités de soins, les transporteurs, une sensibilisation des patients et une identification et un ciblage des activités qui peuvent faire l'objet d'un transport sanitaire partagé.
Voilà, juste quelques éléments que je vous ai laissés dans les slides. On a fait une webconférence où on a sollicité le groupe La Poste, Géodis, le CHRU de Nancy, le CHRU de Montpellier. Donc vous pourrez retrouver tout ça sur cette adresse. On a fait un kit transport qui contient un certain nombre de productions dont on a parlé ce matin. Le carburant alternatif passé au vert, réduire, mutualiser, rénover son parc automobile, le covoiturage patient. Tout cela, vous les retrouvez sur le stand de la NAP à l'entrée, puisqu'on a amené toute une multitude de productions qui sont à disposition finalement des participants pour pouvoir repartir avec. Et puis on a mis également sur les travaux de la NAP d'autodiagnostic, des optimisations, panorama des innovations internationales, les 10 actions gagnantes, le verdissement de flotte. Et puis on est en train aujourd'hui de réfléchir également sur la partie médico-sociale et l'élaboration d'un outil de simulation pour pouvoir aider en tout cas au choix et à l'achat des véhicules. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose de les applaudir. Merci. Alors, c'est vrai qu'il y avait plusieurs aspects dans ce que vous avez présenté. Juste, jamais, si tu peux mettre la diapo d'après, comme ça on remet le QR code pour celles et ceux qui voudraient réutiliser Slido. Super. On va faire un peu dans l'ordre. Sur la présentation du benchmark que tu as fait, qui était très intéressant, moi j'aurais peut-être une question. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une vigilance à avoir pour le tout électrique ? Parce qu'on voit que les pouvoirs publics poussent dans cette direction. L'Europe va arrêter le diesel. Il y a la limitation des véhicules étrangers, notamment chinois, les véhicules électriques. Mais on en a beaucoup parlé ce matin. Si on regarde l'analyse du cycle de vie et la recyclabilité des voitures électriques, c'est une catastrophe écologique. Sans compter les extractions de minerais que ça suppose, le cobalt, etc. Est-ce que du coup, il ne faut pas aussi qu'on fasse attention au phénomène de... On a l'impression d'avoir trouvé une solution parfaite, on s'embrèche dedans pour après se dire « Ah ben non, finalement, on est peut-être allé trop loin ou mal fait les choses ». Mais Maxence, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une orientation qui a été donnée au niveau national et au niveau international. Mais c'est une orientation. Ce qui se profile à l'horizon également dans la décennie, c'est les véhicules hydrogènes, puisqu'aujourd'hui on est en train de se chercher. Tout ça a été lancé avec les pouvoirs publics qui accompagnent et qui aident. Et si on questionne dans la salle qui a un véhicule électrique à titre personnel, on verra que globalement les questions qui se posent, c'est l'autonomie. Est-ce que je vais pouvoir descendre dans le sud de la France depuis Paris ? Enfin, toute une multitude de questions. Et du coup, ça veut dire que, y compris au niveau des établissements de santé, des structures d'ambulance, le sujet c'est l'usage. Il y a certains endroits où on pourra utiliser des véhicules électriques parce que l'usage le permet. Dans d'autres cas, on ne pourra pas utiliser les véhicules électriques. Aujourd'hui, dans les établissements, il y a un mix entre les deux. Le sujet qui est thermique en 2035, il ne faut juste pas oublier qu'il y a un certain nombre de pays, notamment, et en tout cas de constructeurs, qui faisaient du lobbying, Porsche, Maserati, Ferrari, pas les véhicules de luxe. Et aujourd'hui, il y a encore des débats sur 2035, on n'arrêtera pas le véhicule thermique. Donc voilà, il y a une orientation qui a été donnée. Donc les pouvoirs publics ont mis de l'argent pour mettre en place des bornes, mais ça ne répondra pas à tous les besoins. Puis quelqu'un, mais aussi ça dépend de la problématique, c'est l'électricité, comment elle est produite à la base. C'est vrai que nous en Europe, et ça a été en Europe, en France, ça a été dit ce matin, nous on a le nucléaire, donc c'est décarboné, mais dans d'autres pays, il y a peut-être un point de vigilance, charbon, tout ça. Après, on a des obligations dans les hôpitaux d'avoir un certain nombre, il y a un quota de véhicules propres. Et dans le domaine du transport sanitaire, c'est compliqué. Très compliqué. Et la question des biocarburants, on en a un peu parlé, mais est-ce qu'il y a peut-être un travail à axer dessus ou... Aujourd'hui, sur les biocarburants, il y a beaucoup de travaux qui ont été menés. Là aussi, nous, on a fait un panel sur le sujet. Il y a une entreprise aujourd'hui française qui est homologuée pour pouvoir transformer des véhicules thermiques en biocarburants et avec moins 90% de CO2. Donc, je pense que dans les orientations stratégiques, aujourd'hui, on a poussé, et l'Europe pousse vers du véhicule électrique, mais que probablement, il y aura une orientation, en tout cas en trajectoire, vers ce type de véhicule. Ce matin, on en a parlé, mais dans beaucoup d'établissements, les fournisseurs qui aujourd'hui transportent, parce que c'est de la sous-traitance, sont tous passés vers ces biocarburants. Donc c'est un moyen déguisé. Et nous, on a sollicité le groupe La Poste ou le groupe Géodis pour nous expliquer leur stratégie de décarbonation 2050. Ils ont toute une partie de leur flotte, c'est du véhicule électrique pour l'usage, d'autres c'est du biocarburant. Et puis sur le dernier kilomètre, ils sont sur du vélo cargo pour pouvoir
faire les transports sur le dernier kilomètre. Et si je comprends bien ce que tu dis, enfin ce que vous dites tous les deux, c'est qu'il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et donc pas que Absolument. l'électrique, et à terme, il faudra réfléchir aussi. Très bien. Notamment sur les contraintes des véhicules sanitaires, où il y a des tables qui consomment de l'électricité, il y a des haillons, enfin il y a des tas de choses qui consomment de l'électricité. Donc en fait, sur le véhicule électrique, il ne va plus rester beaucoup d'autonomie, donc des gros problèmes d'utilisation au quotidien. Après, au niveau géopolitique, parce que c'est le sujet moi qui m'intéresse vraiment, on a différents types de batteries, au nickel, en fer, etc. Et donc, il y a des orientations stratégiques aujourd'hui qui sont en train d'être définies, et des orientations également des constructeurs automobiles pour ne pas dépendre de matériaux rares, voilà, tels que le nickel, etc. Mais on le voit bien, c'est-à-dire que les constructeurs automobiles changent leur fusil d'épaule, sachant qu'aujourd'hui, en termes de R&D, il y a aussi beaucoup d'expérimentation sur des batteries à base de soude, etc. Donc dans la décennie, probablement qu'on réglera aussi le problème sous l'angle électrique par des batteries totalement différentes et qui vont nous éviter justement ces métaux rares. Et alors, juste peut-être une question maintenant pour passer sur l'analyse, le retour d'expérience que vous avez fait sur le GHT. Est-ce qu'à terme, si on veut déployer cette analyse très intéressante sur d'autres territoires, enfin c'est un peu une question rhétorique que je pose, il ne faut pas prendre en compte la spécificité du territoire, d'autant plus, parce que oui, c'est ce que tu disais, mais effectivement la notion du rural-urbain, ça impacte, c'est tout un ensemble de paramètres et ça a été pris en compte. Oui, c'est ce que j'ai essayé de montrer par la carte, parce que ça parlait davantage. Je pense que le GHT06 conjugue toutes les contraintes en termes de la ruralité, mais de la montagne, du littoral étriqué, des prestataires qui sont tous sur le littoral, des zones rurales où il y a peu d'offres. Donc ça montre les excès au niveau de tout ce qu'on peut trouver dans d'autres régions, en fait. Voilà. Donc c'était pour ça qu'on avait envie d'illustrer, de se dire que, ok, le véhicule, mais il y a peut-être aussi d'autres choses, on en parlait ce matin, d'autres moyens, d'autres actions à mener pour décarboner, c'est-à-dire mieux gérer nos flux, ne plus travailler établissement par établissement, et puis prendre peut-être la notion de territoire, parce qu'un patient, il va d'un endroit vers un autre. Et souvent, il y a souvent entre deux hôpitaux, donc si les deux hôpitaux travaillent ensemble et gèrent leur flux ensemble, forcément, il n'y aura pas des véhicules qui vont revenir. Donc, du coup, on va économiser au niveau des gaz à effet de serre. Voilà. L'objectif, il est là-dessus. Il y a Olivier qui veut réagir. J'en profite juste pour dire que, fort de ces travaux qu'on a menés à la NAP, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt et aujourd'hui, on va accompagner 120 établissements, puisqu'on a eu plus de 120 candidatures sur le sujet du transport, où on va aborder tous ces sujets, y compris le sujet de la décarbonation. Puisque tout à l'heure, ce qu'illustrait Fabienne sur une partie de ses propos, c'est de dire, avant de se dire il faut que je verdisse, d'abord réfléchissons sur la gestion des flux. Elle doit se faire à l'échelle d'un territoire, et pas uniquement au sein d'un établissement. Alors, on parle de GHT, mais ça peut être, quelquefois, le GHT, il est réduit, mais il y a juste à 1 kilomètre à côté, il y a un autre établissement qui n'est pas du GHT, donc c'est pour ça que je voulais parler de territoire. Et quelquefois, soit on reste dans son établissement, soit on reste au niveau du GHT, et il faut pousser peut-être au-delà du territoire, parce qu'à 3 km, il y a un établissement qui fait pas partie du GHT. Il ne faut pas se limiter aux frontières définies. Travaillez pas avec des œillères hospitalières, et des querelles de clocher quelquefois, mais peut-être travailler davantage dans la collaboration hospitalière. Ça tombe bien, la collaboration, on va traiter ce sujet un peu plus en détail demain. Olivier, tu veux réagir ? Alors, on parle beaucoup d'organisation autour du transport sanitaire, mais pour moi, il y a aussi des leviers qui peuvent être faits à l'intérieur des établissements. Hier, on parlait de la prescription. Et combien de fois j'ai entendu des soignants, par peur de ne pas avoir de VSL, commander une ambulance. Finalement, là, on est à 30% de consommation en plus. Ou inversement, le transporteur, alors, je ne sais pas si Jussieu est là, je taquine. Mais le transporteur qui met la pression en disant « moi j'ai pas de VSL, je vous mets une ambulance, faites-moi une prescription », donc on change la prescription. Donc là on peut avoir un gain vite de 20-30% d'économie. Et il y a aussi le côté réglementaire au niveau des véhicules, puisqu'en France l'ambulance type A2
n'est pas autorisé. Et ce On qui peut pas mettre facilite, plusieurs patients. voilà, ce qui faciliterait énormément. Donc le type A2, c'est le transport en ambulance de plusieurs personnes, une personne couchée, une personne. C'est autorisé en Europe, mais pas en France. Voilà. Et finalement, on est bloqué aussi avec cette réglementation qui permettrait encore d'optimiser nos flux beaucoup plus simplement, quoi. Donc moi, je vois encore ces deux leviers, un dans l'établissement et un côté réglementaire. Ce qu'on parlait au niveau du lissage et des contraintes aussi, hein, et des rapports de force qu'il peut y avoir entre les établissements et les transporteurs, et plus travailler sur un partenariat, et de se dire, dans la région, dites-nous combien il y avait. Il y a 80% d'ambulances prescrites, justement parce qu'on préfère faire les grands hôtels, on préfère faire... Donc il y a un travail à faire sur l'offre. Et finalement, enfin, moi dans l'établissement, je suis en train de travailler sur la prescription, parce que finalement, c'est la clé, quoi. Et on a réussi à faire baisser le nombre d'ambulances sur du VSL. Donc c'est très vite une économie de 20%, 30% sur un transport. Et on peut mettre 3 patients dans un VSL. Et en plus, ou beaucoup plus dans un taxi. Bien, Imad, je te propose d'être la dernière intervention. Il y en avait une deuxième. Alors je suis désolé, on est contraint par le temps là, donc je vous propose de prendre les deux questions en même temps et je vais vous demander si vous voulez bien d'être très synthétique, messieurs. Imad, on va commencer par Imad, et il y a monsieur derrière. Imad Fakri, CHU de Bordeaux. Merci Fabienne, merci Jamal pour cette présentation, pour cet éclairage également. Sur le volet décarbonation, je te rejoins Jamal, sur le fait d'explorer plutôt le mix énergétique et le mix technologique. Je me réjouis de voir la technologie Retrofit. À Bordeaux, nous allons faire un test sur cette technologie dans les mois à venir. Sur la partie toujours décarbonation, je me questionne sur le fait d'avoir cette notion de territoire. Est-ce que le territoire n'est pas un frein, n'est pas une menace à la décarbonation, sachant l'autonomie des véhicules actuellement? Bon, peut-être commencer à répondre en attendant et succinctement. Oui, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que, encore une fois, quand j'insistais sur la notion d'usage, à date, avec finalement la technologie telle qu'on l'a, on voit bien que dans les années qui viennent, l'autonomie des véhicules va croître de manière très importante. Il y a une guerre de concurrence entre les acteurs sur les batteries. Et donc le raisonnement aujourd'hui qui est réalisé, il est réalisé en fonction des éléments dont on dispose. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, on va être obligé d'utiliser des véhicules qui seront des véhicules hybrides pour pouvoir justement, en tout cas, participer à la décarbonation, voire du biocarburant, puisque dans certaines structures, on est dans ce type de réflexion-là. Et que l'importance de gérer le sujet, en tout cas à l'échelle du territoire, voire plus, c'est ce que disait Fabienne, c'était dans une réflexion d'éviter du retour à vide. Aujourd'hui, par exemple, il y a 40 ans, les transporteurs routiers, ils faisaient du Paris-Madrid, ils revenaient à vide. Aujourd'hui, c'est impossible. Donc du coup, ça veut dire que la collaboration entre les acteurs au travers de plateformes qui permettent à un moment donné d'aller à un endroit donné et de revenir pour éviter du retour à vide, c'est quelque chose qui est très important. Aux Chutes Dijon, Jean-Yves Gerbet, à l'époque, il était en train de réfléchir sur des mécanismes qui permettaient d'avoir une visibilité la plus importante possible pour éviter ces retours à vide. Et donc, de fait, de participer, de concourir à la réduction des gaz à effet de serre. Merci. Monsieur. Alors moi, j'avais juste une question. Bonjour, Cyril Bordas, hôpital de Brive. Dans le cadre de l'article 80, on le fait en service interne, on le fait aussi vis-à-vis de nos attributaires, on fait du transport partagé. Par contre, ce qui nous est très difficile et ce qui me fait hurler, je vais vous prendre un exemple bête, les dialyses le matin, vous avez 3 VSL qui arrivent, les patients, ils ont leur libre choix, qui est tout à fait différent quand je dis qu'ils viennent de leur domicile, pas de SSR, puisque c'est à notre charge. Là, on n'a pas le choix. Et je ne peux pas faire du transport partagé parce que chacun veut l'ambulancier X, l'ambulancier Y, l'ambulancier Z, et on n'arrive pas à expliquer qu'il faudrait regrouper parce que voilà, ils veulent chacun leur société d'ambulance. Oui, mais aujourd'hui, c'est terminé. La loi ne l'autorise plus, ça. Comment ils vont s'organiser, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est la loi qui l'impose. Et donc ça veut dire que côté transporteur, on voit en tout cas, une organisation qui est en train de bouger, côté transporteur, de telle sorte qu'ils s'organisent pour pouvoir gérer
Côté transporteur, le sujet de transport sanitaire partagé. Je ne parle pas de l'article 80, et vous avez tout à fait Oui, raison. ça part. L'article 80, il n'y a pas de sujet. Par contre, côté transporteur, ça s'agite. Oui, mais le libre choix, si vous avez trois patients différents qui demandent 3 sociétés différentes, on n'arrive pas à les regrouper. Alors, si vous le voulez bien, on va garder cette question. Je la note pour demain parce que c'est exactement ce dont on va parler. Et comme ça, en plus, ça me permet de gagner du temps. Top. Merci beaucoup. Je la note. Allez mémoriser. Un gros merci à tous les deux, en tout cas, pour votre participation.